Et puis donc, je vais demander maintenant que Angela, qui a donc veut bien reprendre pour nous les questions de la masse psychologie et les questionner, donc questionner ce texte, que Angela veut bien intervenir. Cet après-midi, nous aurons l'avantage d'entendre Christiane Lacôte et Jean-Pierre Lebrun. Voilà donc là tout de suite, Angela. Merci. Alors, comme j'ai pris l'habitude... Couper un peu en deux la matinée. Vous avez besoin d'une pause? Vous êtes épuisé? C'est vrai? Non. Allez, pas d'accord. J'espère que ça ne va pas être trop indigeste, ce que je vais vous raconter. On va voir. Bon, comme j'ai l'habitude de faire, j'y vais avec mes questions et les titres l'indiquent. J'ai donné comme titre Masse et psychologie, une foule de questions. Alors, cette foule de questions pourrait s'attrouper autour de celle-ci. Est-ce que le foule aujourd'hui obéisse au schéma mis en lumière par Freud dans son texte de 21? Ou bien faudrait-il écrire un nouveau chapitre de masse en psychologie? Alors, essayer d'y répondre, c'est essayer de commencer à déplier la question. Et pour cela, je voulais partir de la différence qu'on peut lire chez Freud entre foule et masse, et je vais vous lire, ma foi, un morceau quelques lignes que se trouve au chapitre 6, page 97 de cette petite édition. L'appendice ici, je vais le lire en extension parce que ça me semble important pour ce que j'ai à déplier avec vous. Or, voilà ce qu'il nous dit Freud. Il faudrait partir du constat qu'une simple foule humaine est encore loin d'être une masse, tant que ne se sont pas créés en son sein les liens évoqués. Il parle de la question de la formation libidinale de la masse, mais je vais y revenir après, tout en concédant que dans n'importe quelle foule humaine, la tendance à constituer une masse psychologique se dégage très facilement. On devrait s'intéresser, dit-il, aux diverses masses, plus ou moins stables, qui se constituent spontanément, étudier les conditions de leur naissance et de leur désagrégation. Nous intéresserait en premier lieu la différence entre les masses qui ont un chef pour les guider et celles qui n'en ont pas. Les masses dotées d'un guide sont-elles les plus anciennes et les plus complètes? Les guides peuvent-ils être remplacés par les autres, par une idée, une abstraction? La transition étant certainement déjà assurée par les masses religieuses avec leur chef suprême introuvable, une tendance commune, un désir partagé par la multitude, fournissent-ils leurs actes équivalents? Cette abstraction pourrait à son tour s'incarner plus ou moins parfaitement dans la personne d'un guide, en quelque sorte secondaire, et la relation entre l'idée et les guides donnerait d'intéressantes variantes. Les chefs qui conduisent la masse, ou l'idée conductrice, pourraient aussi devenir, pour ainsi dire, négatifs. La haine envers telle ou telle institution pourrait avoir des effets tout aussi unificateurs qu'un attachement positif et susciter des liens affectifs semblables.
On peut se demander également si le chef est vraiment indispensable pour la masse et d'autres choses encore. Donc, même si cette possibilité est évoquée par Freud très vite dans son texte, à savoir si le chef est vraiment indispensable pour la masse, nous savons par ailleurs tout le poids qu'il donne aux meneurs dans la mise en place de cette psychologie de masse. Il dit, plus loin, il est impossible de comprendre l'essence de la masse quand on néglige le chef. C'est à partir du fait qu'il a pu faire valoir le rôle du chef qu'il peut proposer ce qu'il va appeler la formule de la constitution libidinale d'une masse, socle de sa psychologie des masses et son analyse, pour reprendre un terme de Freud, des degrés dans le moi. Et il va résumer ainsi cette formule. Les discussions menées jusqu'ici nous ont dûment préparé à délivrer la formule de la constitution libidinale d'une masse. Tout du moins d'une masse telle que nous avons considérée jusqu'ici, qui donc a un chef qui la conduit et à laquelle un excès d'organisation n'a pas permis d'acquérir secondairement les qualités d'un individu. C'est une masse primaire de ce genre qui constitue une quantité d'individus ayant mis un seul et unique objet à la place de leur idéal du moi et s'étant donc identifiés par la suite les uns avec les autres. La question qui a guidé Freud dans cette élaboration, c'est une question qu'il pose, à mon sens, c'est une question qu'il pose inlassablement dans ses textes et qu'il essaye de répondre, et qui est celle-ci. Dans une masse, qu'est-ce qui lie les individus entre eux? Ça, c'est récurrent dans ce texte. C'est encore cette question qui l'amène à avancer l'analyse du moi et à déplier les mécanismes en jeu dans l'amour et dans l'identification. Pour expliquer ce qui fait la cohésion de la masse. Qu'est-ce qui marche du côté libidinal entre les individus de la masse, et comme vous savez, c'est là où il va parler d'identification dans ce chapitre 7 qui lui est consacré. C'est cette même question que je vais répondre à mon compte ici, en ce qui concerne ce qu'il faudra plutôt appeler, à mon sens, les foules contemporaines. Car souvent, ça m'énerve. Donc, je suis en train d'introduire une petite différence que je suis allée trouver chez Freud entre les foules et les masses, si on tient compte que les foules n'ont pas de meneur, contrairement à une masse caractérisée. Parce que il me semble, ce qui vient marquer aujourd'hui les foules contemporaines, c'est, pour beaucoup, cette caractéristique-là. C'est des masses sans meneur. Dans ces cas, dans les cas de l'absence des meneurs, il faut qu'on se repose la question. Qu'est-ce qui lie les individus entre eux? Et cette question me semble importante parce que cette caractéristique, plutôt avoir de foule sans meneur, traverse toute une sorte de foule différente qu'on peut trouver actuellement. Je pourrais vous parler des printemps arabes, je pourrais vous parler de Nuit debout. Et ça, c'est très intéressant parce que je ne sais pas si vous avez l'occasion de fréquenter les Nuits debout. Moi, je passais tous les soirs à la place de la République, ça fait partie de mon chemin. Et je voyais les gens assis et qui votaient par des gestes. Il y a eu un langage gestuel qui est inventé par les participants de Nuit debout. Je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle on puisse parler d'un discours nouveau. Est-ce qu'il y a un lien social nouveau qui a émergé de cette expérience? Mais en tout cas, Freud attire l'attention dans ce texte sur le fait que c'est sur les langages qui reposerait en grande partie
l'identification des individus les uns avec les autres. C'est une remarque qui me semble tout à fait important de vous rappeler ici. Et ça me donne l'occasion de comprendre quelque chose qui m'a beaucoup dérangé au moment des attentats du 13 novembre, qui ont commencé en janvier 2015. Et il a eu ses premiers tuteurs qui a démarré tout un mouvement autour du « Je suis Charlie », auquel on a pu s'identifier. Je suis Charlie. Et ce qui m'a tracassé, c'était le malaise qui a été introduit par un autre tuteur qui disait « Je suis Charlie Coulibaly » et qui venait de Dieudonné, celui-là. Il a introduit Coulibaly dans ce mot qui a fait Flores. Donc, il était impossible de s'identifier au nom du terroriste meurtrier. Donc, vous voyez l'importance là du langage dans ce type d'identification. Mais c'est très embryonnaire à mes réflexions, ça mérite d'être développé tout ça, mais bon, j'y vais quand même. On a quand même le sentiment qu'il y a des foules sans meneurs, plutôt horizontales, et plutôt un réseau, et parfois éphémères. Donc chacun peut en faire l'expérience et venir témoigner dans l'après-coup ce qui a changé dans leur vie individuelle. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces documentaires qui a été diffusé récemment à la télé, où les gens qui ont participé à la Nuit debout venaient dire ce que ça avait apporté dans leur vie propre. Donc c'était un gain individuel. Alors ça pose la question de savoir quelle est la psychologie alors. Et aussi la question de savoir comment le foule aujourd'hui continue à faire valoir les traits d'identification. Qui commande le foule contemporain? Et je vais y aller et je propose ça comme objet de discussion. Si on ne peut pas se poser la question du commandement du côté de l'objet de la jouissance. Et je suis frappée par je ne sais pas si on peut appeler ça des foules, mais des attroupements quand même assez importants, que se font pour acquérir les derniers iPhones, les derniers volumes d'Harry Potter, etc. Alors, cette question des foules sans meneurs va traverser toutes sortes de champs différents. Que ce soit des foules qui font des revendications identitaires, comme c'est curieux, mais je vais dire ça comme ça, comme la Gay Pride. Elles peuvent aussi traverser les foules dites de divertissement, comme les rêves parties organisés par les réseaux sociaux, par les bouche à oreille. Et curieusement aussi les foules sectaires. Et ça c'est très intéressant parce que évidemment dans ces foules sectaires, il y a une place pour les meneurs. Mais je dirais que cette place vient contrebalancer pour certaines des expériences que je peux prendre connaissance. Par exemple, quelque chose qui est né au Brésil dans les années 30, qui s'appelle le Santo Daime, et qui aujourd'hui est partout en Europe et au Canada, qui est une façon de se réunir pour ingérer un hallucinogène, qui est l'ayahuasca, et rentrer dans une transe collective, à travers des chants, de la danse, et un rythme qui se répète inlassablement tout au long d'une nuit. Ce qui m'avait fait penser, et ce qui m'a fait aussi
parlé récemment à l'école pratique, la question des nouvelles formes du croire, qui ne viennent peut-être pas s'organiser entièrement du côté du un, mais aussi du côté de l'objet et de la jouissance, du corps. Et ça, c'est quand même quelque chose qui attire mon attention dans ces foules dites contemporaines, que je mettrais plutôt du côté de l'empire du corps. Et je ne sais pas si vous avez écouté comme moi cette nouvelle, par exemple, que dans une église américaine récemment, on a annexé au temple une salle de fitness très luxueuse. C'est pas un détail, ça. Et ça, le mouvement charismatique au Brésil le fait depuis longtemps, dans la mesure où justement le messe, notamment la messe de la Toussaint, était chantée et dansée dans de grands stades de football et menée par un prêtre qui avant ça avait été prof d'aérobic. Vous savez, c'est rigolo à moitié, parce que ça nous donne des indications, je pense, pour beaucoup de choses. Et ça me permet de vous soumettre une hypothèse, qui vaut ce que ça vaut, mais que dans ce type de foule-là que je suis en train de décrire, c'est la jouissance partagée du corps qui prime sur le trait identificateur. C'est le corps dans sa jouissance. Ce sont des foules jouissives. Et est-ce que ça suffit pour faire lien entre les individus pris dans la masse? Je ne peux pas évidemment généraliser ce que je suis en train de dire à toutes sortes de masses de foule contemporaines. Ce n'est pas exhaustif, mais je pense qu'on doit être attentif à ça. Parce que ça pose la question de la place de l'idéal. Et quel est l'idéal de ce type de foule? Dans l'amour, c'est l'objet qui est mis à la place de l'idéal du moi. Dans les cas de foule dont je vous parle, quelle est la nature de l'objet en question? De quel objet s'agirait-il? Est-ce que ce serait, encore une fois, l'objet de la jouissance qui serait mis à cette place de l'idéal? Alors, je me suis demandé, en lisant Freud, quand il fait cette indication que dans la manie, l'idéal du moi et le moi peuvent confluer. Et alors, je me suis demandé, est-ce que ce sont des foules maniaques? Et c'est délicat de dire des choses comme ça. C'est grossier, d'une part, et c'est pas très juste. Je ne sais pas si j'aurais eu envie de vous amener quelques vidéos, mais je n'ai pas eu le temps. Si vous voyez des vidéos qui sont sur Internet, sur les rave parties, monstres, 10 000, 12 000 personnes, qui se réunissent dans des hippodromes ou dans des aéroports désertés en Bretagne ou ailleurs en France, et vous voyez la façon dont ces rêves parties se déroulent, c'est plutôt triste. Parce que les individus sont seuls et dansent, rythmés par la pulsation de la musique techno. Il y a là quelque chose qui rythme le mouvement du corps, mais ils sont comme des îles, tout seuls, les uns à côté des autres. Donc, est-ce que nous sommes devant une nouvelle façon de faire foule sans soif d'idéal? Est-ce qu'il faudrait parler de foule non freudienne, ou pré-freudienne, ou post-freudienne? Je crois que chacun de ces termes a sa pertinence, il faudrait les examiner plus attentivement. Mais si j'ai mis dans cette série la question des foules pré-freudiennes, c'est aussi au regard de ce que Freud amène dans son texte, quand il parle du passage de la psychologie de la masse à l'individu, et il va parler, à partir de Tabou, de la question du mythe du héros. Il dit
si les mythes est donc le pas grâce auquel l'individu sort de la psychologie des masses. Les premiers mythes furent certainement les mythes psychologiques, les mythes du héros. Il se peut que les héros divinisés aient été intérieurs au Dieu Père, précurseur du retour du Père originaire comme divinité. La série des dieux, alors, aurait la chronologie suivante. Déesse mère, héros, Dieu Père. Il fait de ça une espèce de progression qu'on peut interroger. Et ça m'a fait réfléchir sur qui sont nos héros modernes. Zéro. Des fois, l'accent arrange beaucoup de choses. Mais oui. C'est plutôt de ce côté-là du zéro, effectivement. Bon. Alors, les plus souvent, les héros sont ceux qui accomplissent des exploits sportifs, les corps en corps, et la jouissance du dépassement du corps. Vous avez suivi les Vendée Globes, comme tout le monde. Donc, vous avez vu l'exploit de cet homme, et puis la foule qui s'attroupe au départ et à l'arrivée de ces événements. Alors, il y a une autre fabrique des héros actuels qui est plus inquiétante, qui peut être plus inquiétante, mais je suis sensible au fait que ce dont parlait M. Mémon tout à l'heure, ce n'est pas la majorité de notre jeunesse. C'est la réinvention du héros par Daesh et qui peut enrôler une certaine jeunesse, un manque d'idéal, et on peut comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce que ces formes de foule contemporaine, cette nouvelle psychologie de masse qui reste à dégager, pourrait nous apprendre sur l'analyse du moi? Parce que c'est quand même ça la démarche de Freud, dans la mesure où il ne sépare pas la psychologie collective de la psychologie individuelle. Alors, est-ce qu'on pourrait parler d'un affaiblissement de l'idéal du moi? Je ne suis pas sûre de pouvoir dire ça, et ce n'est pas non plus, je crois, ce que la clinique nous indique tout à fait. Il y a peut-être d'autres formes. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que le sourd-moi est de plus en plus féroce dans sa prescription à jouir. Alors, est-ce que la question de l'idéal égalitaire, de la mise à mal de la dissymétrie dans une société à vocation horizontale et non pas verticale, l'individualisme du sujet moderne, la question inévitable et mal formulée du nom du Père, la question aussi, à mon sens, mal formulée de l'invariance du meneur, posée par Freud lui-même, etc. Est-ce que c'est ça qui est en cause dans cette formation des foules contemporaines? Je pense qu'il y a quelque chose que ce type de formation de foule peut nous mettre la puce à l'oreille, si j'ose dire, et c'est quelque chose qui Freud nous invite à réfléchir, qui est la question du refoulement. Freud fait une analyse rigoureuse et très critique du texte de Léon, dont pourtant il s'en sert beaucoup, et il fait quand même une coupure entre les élaborations de Le Bon en disant, même s'il parle de l'inconscient, c'est pas les mêmes inconscients que dans la psychanalyse, et il ne sait pas ce que c'est que le refoulement. Il dit ça très clairement dans le texte. Et il dit aussi très clairement ceci: les tendances sexuelles directes ne favorisent pas la formation d'une masse. Et plus clairement encore, les tendances sexuelles directes conservent aussi, pour l'être particulier, que se font par ailleurs dans la masse, une part des mises en action individuelles. Là où elles sont irrépressibles, elles désagrègent toute formation de masse. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste poser une question.
Merci. Merci Angela pour ces questions qui viennent de façon si harmonieuse mêler aux problèmes locaux, aux problèmes exotiques. Nous avons dans 8 jours prochain après-midi consacré à une interrogation sur les ressorts du populisme. Quand je dis nous, je dis l'école pratique. Beaucoup d'entre vous ici situent mal les relations avec la vie et quelle est la finalité. Alors que c'est tout simple, puisque si la vie a la vocation de former, contribuer à la formation des analystes, l'école pratique a pour vocation de contribuer à la formation des psychiatres, des psychologues et des travailleurs sociaux, et donc aucunement à favoriser la formation analytique. La séparation est claire. Mais nous avons donc une après-midi consacrée à cette question. Quels sont les ressorts du populisme? Et cet après-midi va participer celui qu'on peut dire être le spécialiste français de la question, qui est très intéressant à lire. Il s'appelle Dominique Grenier. Intéressant à lire parce que on voit de quelle façon la méconnaissance des concepts freudiens et lacaniens entraîne une limitation intellectuelle et un défaut de prise sur ce qui est la question. Un défaut que l'on aurait envie de dire à la fois saisissant et dramatique, puisque les conséquences sont claires. Sur le fait qu'on dit populisme, c'est-à-dire justement la façon dont les foules se transforment en masse, c'est ça le populisme. Eh bien, je dirais, on a envie d'apporter là quelques éclairages en sachant du même coup que c'est pas possible. Je veux dire que c'est un éclairage qui ne sera pas retenu, on va essayer. Alors que c'est tout simple, c'est tellement simple. Parce que ça date pas d'hier, le populisme. C'est simple. Alors, tout simplement, parce que, comme nous le savons, le discours a pour effet de mettre en place une séparation, un clivage social fondateur et fondamental. Celui entre les uns qui sont du côté de la maîtrise, et puis les autres, bien nommés, les autres. Ceux qui occupent la place autre, la foule, elle n'a pas de chef. C'est fou. Est-ce que c'est même des individus? On ne pourrait même pas dire ça, parce qu'ils ne tiennent leur nomination que de celle que le S1 voudra bien effectuer ou pas, les reconnaître comme S2 ou pas. Et c'est cette nomination comme S2 qui fera ou non des membres de la société civile, c'est-à-dire leur reconnaîtra une valeur phallique, phallicisée. Ils en relèvent.
lorsque pour des raisons historiques banales, mais qui se produisent dans l'histoire, lorsqu'il arrive que cette nomination faite par le S1 vienne à défaillir pour des raisons qui peuvent être diverses. Ça peut être lié au fait que le SE va aller en nommer d'autres à l'étranger. On appelle la mondialisation. Ou bien que le S1 va s'avérer défaillant, faible, mou, ramolli, hésitant. Et bien lorsque cela se produit, et que donc ceux qui occupent cette place autre ne sont même plus, je dirais, nommés pour continuer à exister dans le milieu social, ben, il va se produire immanquablement quelque chose qui sera une voix VOX qui va surgir dans cette zone. Lorsque chez un sujet une voix surgit dans cette zone, c'est plutôt inquiétant, hein, plutôt du côté de la psychose. Lorsque ça se produit dans une collectivité, cette voix va être fédératrice pour relever le flambeau et dire on vous tient pour rien, on vous néglige, on se fout de vous. Eh bien, c'est nous qui allons justement reprendre le flambeau. Et, alors c'est là quand même le bénéfice, comme ce qui va vous fédérer, le chef qui va vous fédérer, va être avec vous de plein pied, égal à vous, insemblable. Normal. Il ne va pas se tenir au haut de l'honneur, il ne va pas se tenir dans les cieux, il ne va pas se tenir dans un au-delà. Non, l'un des vôtres. Et lorsque cela se produit, eh bien, vous avez du fait de cette défaillance, vous avez la résurgence. Paraissent tellement heureuse et nécessaire de cette autorité phallique défaillante, mais qui, là, du fait même de ce plein pied, s'avère toute puissante et sans limite. Elle vous donne le fait d'être à vous-même tout puissant et sans limite, sans autre limite que celle qui est maintenant tracée non pas par la relation à l'autre, mais pas tracé par la frontière. C'est-à-dire de l'autre côté, maintenant, il n'y a plus que de l'étranger. Ce que je raconte, c'est d'une banalité navrante. Parce que ça se produit toujours comme ça. Le livre de Gustave Le Bon s'est inspiré. Il a paru en 1923, dans les années 1920. Tirage du livre de Gustave Le Bon, c'est un Français qui est intervenu là-dessus. 500 000 exemplaires à l'époque, qui fait que vous le trouvez encore facilement aujourd'hui dans l'édition première. Tellement ça a été... D'après, je l'ai déjà raconté, mais Mussolini, un des praticiens de l'affaire, il avait Gustave Le Bon sur sa table de chevet. Voilà. La manière dont on va transformer une foule en une masse d'individus qui, à partir de ce moment-là, se trouvent investis de la neuve toute-puissance, et qui ne connaîtront plus maintenant d'autres limites
dans ce qui est leur radicalité, l'autre limite, le hors-frontière. Et donc forcément, du même coup, l'ennemi, ça c'est obligatoire. Puisque la limiter la puissance, qui se voudra néanmoins toujours universelle, elle n'acceptera pas d'être, elle n'acceptera jamais d'être régionale. Je dirais, sa vocation, c'est toujours d'être... Ce qui est, je dirais, moi personnellement, me gêne dans cette affaire, c'est que ce qui est là, dans le savoir constitué, c'est là. Moi, je ne vous raconte rien. Je fais que reprendre ce qui figure dans les livres. Et même pas uniquement de la psychanalyse. Gustave Le Bon, c'était un sociologue. Il appréciait Freud. Et c'était réciproque. Il y a eu une correspondance entre eux. C'était pas un homme de gauche, hein, Gustave Le Bon. Eh bien, faute d'un accueil fait par la société civile à ces concepts analytiques élémentaires, analytiques et pas seulement, même sociologiques, mais faute d'un accueil, nous allons tout droit devant des manifestations. On en a eu encore hier l'exemple que vous avez pu suivre éventuellement avec l'intronisation du président. Des exemples saisissants. Et jusqu'à quel point ils vont nous-mêmes nous saisir. Ça va être une catastrophe. Parce que ça va être... Ça ne s'est jamais terminé autrement par la Donc, ces petits concepts de rien du tout que nous servons, nous pouvons vérifier qu'à l'échelle sociale, ils ont une pertinence tout à fait criante, et dont la conséquence, je veux dire, si on en tirait compte, on saurait comment y répondre. Donc, je ne vous dirai pas tout de suite, mais je vous laisserai de chercher vous-même. Comment on répond à ça quand on est dans notre formation? Comment on répond? Quel est le type d'adresse que vous feriez aux leaders de ces masses, de ces mouvements de masse que l'on nous propose, qui nous attendent? Comment vous allez vous adresser à elles et à leur chef? Pour le savoir, je ne vous dirai pas moi. Vous trouverez peut-être vous-même. Mais en tout cas, c'est ce dont nous parlerons samedi prochain. Moi, quand j'ai à parler des jeunes, qui partent pour faire la guerre religieuse, ce qui me vaut parfois, évidemment, s'efforcer quelques petits risques, c'est des risques modestes, juste quelques injures que vous recevez, ça va pas loin, c'est pas grave, tant que ça reste des injures. Et j'ai même demandé que le film de cette séance tenue en province soit intégralement diffusé avec ces réactions. On voit tout ça provoque. Tout ça parce que j'avais dit
les petits beurres, il ne faut pas dire les petits beurres. C'est une insulte. C'est raciste. Racisme, insulte, et bon. Et pour vous dire quand même le climat de radicalité mentale dans lequel on fonctionne. C'est-à-dire la précipitation pour exclure l'autre. Pour se quitter, pour faire une frontière. J'essayais de parler à des semblables. Ils ne parlaient pas le même langage. Une coupure entre nous. Une coupure qui disait que celui qui ne parlait pas le même langage, qui ne savait pas les mêmes mots, dehors, raciste. Donc, quand je vais dans ce genre de choses, moi je pose toujours la question. Voilà, au lieu de simplement disserter, on va faire un travail pratique, c'est-à-dire on va écrire ensemble une adresse à ces gens. C'est ce que j'avais proposé à Reims. On va ensemble mettre au point le type de lettre qu'il faut leur envoyer. Comment on leur parle. Parce que tout ça, comme nous le vérifions, ça n'est jamais qu'une affaire de rhétorique. La rhétorique. Ce n'est que le pouvoir de la rhétorique. C'est-à-dire des mots et du discours que vous allez tenir. C'est pour ça que j'y pouvoir. Vous allez tenir en vous appuyant ou non sur un texte que vous avez interprété à votre façon, mais peu importe. Ce n'est que de la rhétorique, c'est le pouvoir de la rhétorique. Alors quelle rhétorique, vous, allez-vous avoir pour essayer de faire, si possible, bouger celle-là? C'est ce qui est en jeu dans le débat. Ce que vous allez leur dire et comment vous allez le dire et quel type d'adresse vous allez avoir. Et je me permets même d'être un peu lourd en disant que tant que cette adresse ne sera pas explicite, on fera rien. Il n'y aura rien à faire. Comme ça. Donc, il y a une certaine utilité à travailler ensemble. Il y en a parmi nous qui travaillent. Pierre Christophe, il est en train de participer, d'organiser un ouvrage collectif sur ces questions. Je dirais un plus, oui, mais si le nôtre, justement, permet d'articuler cette rhétorique, qui à ce jour ne l'est pas, ça peut éventuellement servir pour faire qu'on ne se retrouve pas de nouveau comme au moment de la parution du texte de Freud, qui savait déjà de quoi il parlait avec sa psychologie. Il savait déjà ce qui se préparait et ce qui allait se produire. Mais il n'en a pas eu. Ceci étant, est-ce que vous souhaitez faire des remarques? Oui, s'il vous plaît. Comment on donne un micro à Jean-Pierre? Je vais me tourner pour m'asseoir. Ben restez là, Jean-Pierre.
C'est la même chose. Non, je trouve que je remercie beaucoup Angela pour son intervention là. Et comme ça rejoint les questions dans lesquelles je m'ébat depuis longtemps, comme je peux, je voudrais essayer de proposer 2-3 petits points que j'avais d'ailleurs, entre autres, énoncés à Montpellier. Est-ce que nous ne pouvons pas nous servir pour distinguer cette foule de la masse, puisque c'est comme ça que tu l'as amené, si je suis bien, à la lire comme étant organisée par la partie droite du schéma de la sexuation formule supérieure. Bon, ça fait longtemps que je radote ça, je m'excuse, mais je vais le reprendre quand même. Parce que ça m'a l'air tellement évident que la grande difficulté, c'est que désormais, notre société s'organise selon ce modèle-là, mais avec une énorme ambiguïté que nous avons dans notre trésor conceptuel, comme Charles Ménard l'a appelé un jour, nous avons assez facile à montrer en quoi c'est une ambiguïté extrêmement dangereuse. Puisqu'au fond, si on laisse l'idée possible qu'il y aurait uniquement des gens sans du tout encore figure de quoi que ce soit, d'exception, etc., où il n'y a même plus la légitimité de poser la question, Angela, comme tu l'as posé à un moment donné, qui commande? Parce que justement, il ne faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui commande. Mais ce que nous savons quand même très bien, c'est que ces deux parties-là, le schéma tel que Lacan nous l'a donné, sont indissociables. Et que donc, même si nous prenons en avant-plan désormais cette modalité dans un espoir de progrès dont il n'est pas sûr que nous allons réaliser, il n'est pas non plus sûr qu'il ne va pas pouvoir porter quelque chose. Là, on est dans l'ambiguïté. Mais ce que nous savons, à mon avis, c'est que cette ambiguïté ne pourrait être menée dans le bon sens que si nous ne renonçons pas à rester articulés avec la partie gauche, mais plus sur la modalité de qui commande. Mais qu'est-ce qui commande? Et du coup, cette place-là, qui est toujours repérée, forcément, elle permet du coup à quelqu'un d'aller s'y incarner, d'aller tenir la place, le temps qu'il faut pour, etc. Mais on voit bien que ce qui se passe dans les nuits debout, dans toutes ces modalités-là, c'est que sous le prétexte de vouloir arriver à dépasser l'idée d'être commandé par quelqu'un, on ne veut plus être commandé par rien du tout, si ce n'est que par soi-même. Et là, ça ne va plus. Moi, je trouve que toute une série de faits aujourd'hui sont lisibles à partir de cette confusion. Voilà ce que je te proposerais, je ne sais pas ce que tu peux en ajouter de plus. Et je trouve alors, pour dire à Charles Melman, ce que moi j'ajouterais à votre propos tout à l'heure, c'est que peut-être que nous avons, nous, une responsabilité dans la façon dont nous avons à faire entendre que la question de l'adresse reste bel et bien toujours au programme, alors que le discours du capitalisme, entre autres, il nous supprime, il veut abolir la question de l'adresse. Ce qui est actuellement à l'œuvre, c'est ça, c'est qu'on veut effacer les adresses. Il n'y a plus d'adresse, comme s'il pouvait se passer cette affaire. Donc là, je ne sais pas comment nous devons le dire. C'est vrai que ça c'est une question sur laquelle vous avez votre idée dont vous ne voulez pas nous parler avant samedi prochain. Mais en attendant, je trouve que ça pose quand même la question de savoir comment nous occupons encore cette place de soutenir qu'il y a toujours une adresse sans pour autant complètement nous identifier à ceux qui savent qui commandent, qui ou la commande. Et comment on peut à la fois accepter, je trouve, une certaine horizontalité, mais qui vient toujours quand même devoir rappeler qu'il y a cette verticalité à l'œuvre parce qu'elle est inéluctable dans la structure des lettres parlantes. Non, et Jean-Pierre, vous avez tout à fait raison. J'aurais dû poser la question que commande plutôt que qui commande. Ça, c'est, je partage tout à fait ta remarque. Et c'est pas pour rien que mon ébauche de réponse était du côté de l'objet et pas du côté du 1, justement. Voilà ce que je pourrais te répondre. Quant à cette articulation sur laquelle tu insistes
entre la partie gauche et la partie droite du tableau de sexuation. Qui va aller contre ça? Mais, évidemment. Mais est-ce que ça répond à toutes nos interrogations? Je pense que ce sont des questions à multiples entrées. J'avais demandé, je te le passe. Qui sont les héros d'aujourd'hui? Alors ma question est, est-ce qu'ils ne relèvent pas plutôt du idéal et du moi idéal que du idéal du moi avec son corrélat du surmoi, des maîtres, de Dieu, hein, et à ce qui est lié la question du sens de culpabilité. Hein, qu'en est-il parmi les jeunes d'aujourd'hui? Au temps de Freud, il a écrit un article qui se dit crime par sens de culpabilité, l'insupportable sens de culpabilité inconscient devait avoir un corrélat dans le réel. Donc, mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, qu'en est-il avec le sens de culpabilité, cette question? Le moi idéal, l'idéal est dans le sens des sportifs, il faut faire un effort, c'est souvent des jeunes qui viennent des slams, qui ont fait des efforts, qui ont été découverts, et voilà, on pourrait y arriver, hein, si on s'efforce. Bien, Christophe. Oui, je suis très intéressé par ce débat qui évidemment prolonge, recoupe les réflexions qui ont eu lieu dans la revue lacanienne récemment sur le politique aujourd'hui et qui concernent au fond comment situer les deux parties des mathèmes de la sexuation, de telle sorte que cette situation ne soit pas envisagée sur le mode, je dirais, schématique propre au mathème, à savoir d'une coupure entre le côté droit et le côté gauche. Je pense qu'il y a une réponse et que cette réponse, elle a des conséquences dans le champ social aujourd'hui. La réponse, c'est que dans le nœud borroméen, vous n'avez plus cette partition que vous observez sur les mathèmes, puisque le nœud borroméen comprend en quelque sorte les deux jouissances sans aucune contradiction au sens strict. Alors vous allez me dire, mais quelles conséquences sur le plan social et sur le plan clinique? Mais ça a des conséquences énormes, et on le voit avec les jeunes aujourd'hui. Il y a un bouquin que je vous conseille, que j'ai trouvé très bon, sauf certains aspects maoïstes un peu pénibles, mais c'est le bouquin de Badiou qui s'appelle « La vraie vie », et où il évoque justement comment les jeunes aujourd'hui se trouvent débarrassés, il faut bien le dire, des séries d'identifications qui pouvaient les embarrasser auparavant. Et ça se traduit par un certain nombre d'actions. Angela a évoqué la nuit debout, c'est peut-être pas la seule action, mais il y a des actions de type social qui montrent que le rapport au S1 et le rapport justement à l'autorité se situent dans un autre registre, précisément parce que l'horizontal et le vertical sont dialectisés. Et donc on a une modification radicale aujourd'hui de cette dimension. Et on peut espérer que ça puisse apporter des changements dans le champ politique. Donc je pense que nous portons la responsabilité, ça j'en suis entièrement d'accord avec Jean-Pierre Lebrun, nous portons la responsabilité des évolutions sociales aussi, mais je pense que indiquer que nous avons des outils qui nous permettent de penser une dialectique de l'horizontal et du vertical qui ne nous oblige plus aux identifications soit exceptionnelles, soit effectivement
inconsistante du côté de l'absence d'identification, c'est une possibilité, et c'est une possibilité qui est donnée par le Neubourg. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est peut-être une possibilité donnée par le Neubourg, mais c'est surtout une possibilité donnée par la technique et Pierre-Christophe aujourd'hui, car effectivement cette dialectisation de l'horizontal et du vertical, elle est à l'œuvre dans les réseaux sociaux d'Internet. Parce que là, qu'est-ce qui se constitue? Effectivement, ce sont des phénomènes de foule qui ne sont plus pris dans la libido, dont le corps est exclu et qui met en commun, et c'est-à-dire ce signifiant co, que ce soit le com du avec ou du collectif ou du commun, qui met en commun comme si jamais ça n'a été possible. C'est parfaitement inédit. Alors, par exemple, va se substituer aujourd'hui à ce qui était les think tanks, ces réunions pour penser ce qui se passe dans le monde, des dream tanks. Et les dream tanks qui vont mettre en commun toute l'inventivité, effectivement, d'une façon qui est quand même extrêmement, qui nous interroge, puisque la question de la libido se trouve, et du corps, se trouve à certains moments exclue, donc effectivement il n'y a pas des actions décisives et qui sont effectivement une nouvelle façon de penser le collectif. Et ça, c'est radicalement inédit. Il y a plein de questions. Morali, ensuite M. Vallas, Christian Ferrer. Morali. Il y a beaucoup de questions qui pourraient être traitées, mais je voudrais reprendre un peu ce que va dire Angela Filotto. À propos de ce guide, et pour rebondir sur ce que dit Martine aujourd'hui, on pourrait dire finalement une seule phrase, de façon simple. Finalement aujourd'hui, les médias, ça n'existait pas à l'époque de Freud, on ne pouvait pas les penser. Les médias tels qu'ils existent aujourd'hui font fureur. Fureur, c'est la traduction de guide. Lorsque Freud parle de guide, il parle du Führer. Toute ressemblance avec des personnages qui ont existé après lui est bien sûr tout à fait intéressant. Donc les médias font fureur au sens où, qu'est-ce qui organise ces médias? Et à ce moment-là, tu as prononcé le mot de foule maniaque. C'est-à-dire foule en proie à un deuil. Parce que la fête maniaque est une fête de deuil, que ce soit celle du Vaudor ou les autres. Fête maniaque qui traduit donc le deuil. Mais un deuil de quoi? Le deuil dont on va se plaindre. Parce qu'il y a un temps préliminaire à la constitution d'une foule sans maître, c'est-à-dire d'une foule qui va adorer un trou. Ce trou, c'est le trou d'une perte, d'un manque. Le temps préliminaire, c'est la plainte. Et on trouve, à mon sens, chez Freud, la trace de cette plainte. Plainte qui est une forme infantile que la foule rencontre, sous le mot de Anklagen, qui a un mot étrange parce que ça veut dire porter plainte contre, presque au sens maniaque. C'est-à-dire, je suis l'objet d'une persécution qui vient d'un endroit que je ne saurais nommer. Première incapacité de nommer cet endroit, on dit c'est les autres. Alors, les autres pensent que eux, ils font ça, et donc tout d'un coup arrive dans cette foule, à partir de cette position infantile, porter plainte, dit Lacan, c'est on porte plainte contre celui qui est capable de réparer les malheurs du monde, l'hystérique, dit Freud, porte plainte contre Dieu. Donc sitôt qu'on dit Anklagen, s'appuyer sur, porter plainte contre, on dit bien sûr tout de suite ce personnage dont on pensait que la foule pouvait s'exclure, qui est père mort. Quoi qu'on fasse, quelle que soit la forme que ça prend, il revient à cet endroit-là. Et il revient donc paradoxalement dans la constitution de ces foules sans leader, puisque bien sûr ce leader contre lequel on va porter plainte et qui permet ensuite de se regrouper via les médias pour former justement un Führer invisible, celui qui nous rassemble, c'est-à-dire celui qui va nous rassembler
dans cette plainte portée contre. Alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, voyez-vous, c'est qu'on peut développer cette idée, et ensuite on peut la développer. Elle nous engage à retrouver l'endroit, et je m'arrêterai là-dessus, parce que je pourrais développer ça longtemps, l'endroit où Lacan rompt avec Freud. Et ce n'est pas sur la question du moi, aussi simplement que ça, que Lacan rompt avec Freud. Je ne crois pas du tout. Je ne suis d'ailleurs pas tout à fait d'accord avec la façon dont, pour l'instant, nous avons lu ce texte du moi et la position freudienne. Elle n'est pas, à mon sens, aussi simple que ça. Ne serait-ce parce qu'il y a la Spaltung. Mais Freud, Lacan rompt avec Freud sur la question de la représentation. Et la représentation nous dit quoi? Que quelle qu'elle soit, elle ne sera jamais l'objet. De quoi ces foules font-elles le deuil maniaque? De ce que le monde actuel virtuel est bâti sur la disparition radicale de cet objet. Et qu'aucun objet de la réalité ne pourra effectivement remplacer. Nous sommes donc dans un monde en deuil sur la question de la représentation. Et j'insiste encore, c'est sur cette question-là que Lacan rompt avec Freud dans les années 74. Voilà ce que je voulais envoyer comme écho. Monsieur Vallas. Patrick Vallas. Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité parce que ça m'a beaucoup passionné ce qui s'est dit depuis ce matin. Alors, je vais prendre un autre départ. Le départ que Lacan dit, de façon très explicite, que l'inconscient, c'est la politique. Évidemment, c'est assez costaud à comprendre, cette chose-là, parce que ça supposerait que, puisque notre seul lot de savoir à chacun, c'est l'inconscient, comment on fait avec ça, avec les autres qui sont, pour chacun de nous, des épars, des assortis. Lacan a pointé cette affaire à propos d'une école analytique en disant comment faire avec une foule un corps. Je reste là-dessus et je passe au rapport entre les 4 discours et le néo-roméen. Bon, vous savez qu'en fin de compte, Lacan a laissé tomber ses mathèmes, considérant qu'il n'y avait pas de possibilité de tout transmettre. Alors, il les a laissés tomber, et puis il est rentré dans son odyssée borroméenne, et je crois que c'est dans la 3e ou un peu plus tard, il met en série et en question les rapports entre la religion, la science et la psychanalyse. Alors, pris par le nœud borromien, il parle de la religion RSI. La religion RSI, elle réalise ce qui du symbolique peut s'imaginer. On peut imaginer le Dieu qui est là-haut, ou le Christ incarnant Dieu, ou quelque chose comme ça. Religion, c'est un nœud l'évogire, on déclare, on passe à un autre plan, et on tombe sur la science. La science, elle se définit comme étant SIR. Elle symbolise les images que lui donnent ces appareils d'exploration, comme on voit par exemple à propos de la théorie du quantum. Et enfin, la psychanalyse. La psychanalyse, c'est IRS. Elle imagine ce qui du réel peut se symboliser, c'est-à-dire ce que nous sommes appelés à inventer des signifiants nouveaux pour les faire rentrer dans le réel, autrement dit, contrer d'une certaine façon le réel de la science, les bouts de réel que produisent la science. Voilà, je voulais simplement introduire ça comme